Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo qui sera très originale puisque ce sera une comparaison entre l'APS-C et le plein format. Et donc vous avez certainement déjà vu cette vidéo 50 000 fois, donc si ça ne vous intéresse pas vous pouvez partir. Et si ça vous intéresse de voir mon point de vue là-dessus, vous pouvez rester puisque bien évidemment j'utilise à la fois du plein format et de l'APS-C et l'originalité là-dedans c'est que j'utilise deux systèmes différents, un plus fait vraiment pour le plein format et l'autre vraiment fait pour l'APS-C, donc je peux comparer ça de manière neutre puisque j'apprécie les deux et je peux vraiment apercevoir des problèmes qu'il y a avec chaque type de format. Donc pour introduire, j'ai un peu parlé de l'APS-C, pourquoi aujourd'hui on est beaucoup plus sur le plein format que sur l'APS-C, et c'est une chose qui moi personnellement me touche pas trop, c'est le fait d'avoir moins de profondeur de champ sur un plein format, parce que bien évidemment si vous ne le savez pas, le plein format va avoir un capteur plus grand que le APS-C, donc c'est environ 2 fois, donc il y a c'est un peu plus ou moins que ça, mais du coup lorsque vous avez deux objectifs à focale équivalente sur un APS-C, pour avoir par exemple une focale équivalente à 50 mm, j'ai besoin de mettre ce 35 mm qui me fera 53 mm, et du coup lorsqu'on voit la profondeur de champ à 1.4, elle va pas être la même que un 50 mm puisque la focale est différente, et donc tout est évidemment calé par rapport au 35 mm ou au plein format, donc il y a plein de gens qui trouvent ça plus intéressant parce que c'est très à la mode aujourd'hui faire de beaucoup de flou derrière-plan. Alors moi je suis plutôt, on peut dire old school dans ce que j'aime. Moi j'aime plutôt les photographes descriptifs qui prenaient des photos de l'environnement dans les années 60, 70, voire dans les années 50. Donc moi ça m'a jamais dérangé d'avoir un APS de ce côté-là, même quand j'utilise le Fujifilm X-T4, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir à la fois une bonne exposition et d'avoir tout net en fait pratiquement, parce que moi j'aime bien faire des photos avec plein de choses dans la photo, ce qui n'est pas du goût de beaucoup de photographes, et du coup avoir quelque chose qui me permet d'avoir plus de netteté sur une distance plus longue, en fait ça me permet de faire plus de photos comme je les aime. Après moi ce qui m'avait fait changer pour du plein format, c'était quelque chose qui était beaucoup plus évident à l'époque du réflexe, c'est que dès lors que vous passiez au réflexe, vous aviez accès à un viseur plus grand. Alors je m'explique là-dessus, c'est que lorsque vous utilisiez un réflexe, il fallait faire passer la lumière à travers bien évidemment l'optique pour arriver jusqu'à votre viseur. Le seul problème c'est que lorsqu'on est en APS-C, il faut faire quelque chose d'équivalent à ce que va voir évidemment le capteur, et donc ça donnait des viseurs plus petits puisque évidemment on faisait un miroir de la taille approximativement de ce que devait renvoyer la taille équivalente de ce que serait le capteur derrière, et du coup ça laissait un viseur beaucoup plus petit, même à grossissement 1 par rapport à un 0,75 qu'on pourrait avoir sur un réflexe plein format. Donc c'était pour ça que moi j'étais passé de l'APS-C au plein format, c'est que c'était beaucoup plus confortable, et moi c'était ce qui m'intéressait surtout, c'est d'avoir une meilleure visée, un meilleur confort, un appareil photo qui fasse de manière générale plus ce que je veux. Et puis voilà, donc évidemment aujourd'hui avec les mirrorless c'est un peu différent, mais on a quand même cette assujettissement à la gamme de l'appareil photo, mais je parlerai de ça plus tard. Évidemment si vous vouliez j'ai parlé de grossissement x1, si vous voulez un réflexe avec exactement ce que donne un grossissement précis, ce que vous allez voir, c'est mieux d'avoir un APS-C puisque le viseur est à x1, alors que sur un plein format on sera à 0,75, donc il y a une légère différence dans ce qui est perçu par l'œil. Alors, une des différences que vont avoir l'APS-C et le plein format, c'est bien évidemment leur gestion du bruit et des hauts ISO. Donc vous le savez très bien si vous suivez un peu comment ça se passe avec un plein format ou un APS-C. On a des meilleures performances avec les pleins formats en haut ISO. Aujourd'hui on a atteint des
choses qui sont vraiment très confortables. Par exemple avec le Z6 jusqu'à 6400 ISO, j'ai de la dynamique très confortable. Je vais parler de la dynamique avec le bruit et les hauts ISO, et des hauts ISO qui restent très propres avec peu de bruit, alors que en comparaison sur un XT4, même s'il est vraiment très bien, je vais avoir automatiquement plus de bruit sur le capteur. Alors il y a plein de gens qui vont dire non, c'est pas vrai, et c'est physiquement vrai. On est obligé de toute façon d'avoir plus de bruit sur un APS-C que sur un plein format, et c'est dû à une raison particulière qui est très simple: le capteur est plus petit. Et comme on se base sur des focales qui sont du plein format, lorsqu'on va prendre deux focales équivalentes, à savoir si on prend un 35 équivalent 50 mm, et bien au final on se retrouve, comment dire ça, il y a un exemple qui est assez simple, c'est que vous prenez deux bacs, vous les mettez sous la pluie, le plus petit bac va avoir moins d'eau si vous remplissez un verre avec que le plus grand. Et donc ça se passe exactement pareil avec les photons. Alors vous pouvez essayer de comprendre ça pixel par pixel et de dire que par exemple à la même densité de pixels on aura quelque chose d'équivalent. Oui, mais en fait non, ça change pas que l'intensité de photons sur le capteur est plus importante sur un capteur plein format qu'un capteur APS-C. Alors qu'est-ce qu'il en résulte automatiquement quand vous prenez des photos? En fait, l'ISO qui est indiqué sur un APS-C n'est pas le bon par rapport à un ISO de plein format. Comme on a moins de photons qui arrivent sur le capteur, on peut avoir, alors j'ai pas calculé exactement, il faudrait que je le calcule, mais on a moins une valeur d'exposition en moins sur l'APS-C. Alors qu'est-ce qu'ont fait les fabricants? Tout se base sur le plein format. Si vous ne savez pas, la mesure des ISO, que ce soit en pellicule ou sur nos appareils photo numériques, se base sur le plein format. Alors si on part sur du moyen format ou sur de l'APS-C, tout est calculé par rapport au plein format pour que ce soit plus simple de comprendre le triangle d'exposition et de ne pas avoir à chaque fois à changer des choses. Donc lorsqu'on est sur un APS-C, en fait 200 ISO correspond à un ISO au final plus élevé sur un plein format. Donc si j'appliquais juste un stop de différence, enfin une valeur d'exposition, ce serait genre 400 ISO là-dessus, fait 200 ISO sur un plein format. Mais pour pas qu'on ait à tout le temps changer les valeurs d'exposition, ils ont décidé que ils amplifieraient le signal et qu'ils diraient que c'est du 200 ISO comme ce serait sur le plein format. Vous n'avez peut-être pas compris ça. En fait, c'est par exemple si vous voulez avoir un 125e de seconde à f2, si vous voulez avoir la même chose là-dessus, il va falloir mettre un degré de plus. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'ils indiquent la valeur d'ISO plus élevée, moins élevée, amplifiée mais moins élevée pour matcher ce que ferait le plein format. Et donc c'est pour ça que vous avez du coup plus de bruit et des ISO moins bons sur un APS-C, parce que automatiquement les valeurs sont pas les mêmes, elles sont de toute façon plus amplifiées, donc 200 ISO seront 400 ISO, peut-être un petit peu plus même, et ainsi de suite jusqu'à avoir à 2800 ISO par exemple là-dessus, ça correspondrait à 6400 ISO pardon, sur le plein format. Et donc c'est ça qui va faire en sorte que les images d'un plein format et après d'un moyen format sont beaucoup plus vierges de bruit et au final plus nettes lorsqu'on les imprime, puisqu'on aura moins cette granulation, même si en comparaison au final un XT4 est capable de faire des photos bien plus nettes que par exemple mon Z6 avec mon 35 mm, ce qui est un peu mal aux fesses pour des objectifs qui sont aussi chers que ça. Donc du coup j'ai parlé d'objectifs, on va avoir du coup la différence évidemment de focale, j'en ai parlé au début. Donc par exemple pour avoir un 50 mm plein format sur l'APS-C, il faut que je mette un 35 mm. Mais ça n'a pas que des avantages et des désavantages. Par exemple l'APS-C, ce qui va avoir d'intéressant, c'est que lorsque vous mettez des téléobjectifs dessus, ils vont être plus zoomés, donc au final ça va être assez intéressant de les utiliser pour ça. Vous allez plus zoomer dans l'image, donc avoir des photos plus faciles pour faire de l'animalier, ou par exemple de la photo d'avion ou de n'importe quoi d'autre que vous voulez prendre en photo de loin et vous ne pouvez pas vous approcher physiquement. Mais inversement à ça, il est très difficile de trouver des optiques grand angle sur APS-C et qui soient aussi efficaces. Donc le plein format sera plus efficace que l'APS-C en général dans les situations où il faut un grand angle.
donc en général le paysage, mais aussi les photos d'étoiles ou aussi le, comment dire ça, les ISO élevés seront comment dire, assez intéressants. Donc le prix des objectifs aussi, du coup, il faut en parler, puisque comment dire, l'APS-C est souvent la gamme, on va dire, un peu médiocre des appareils photo, enfin la gamme débutant de la plupart des appareils photo, que ce soit par exemple chez Nikon, chez Sony, chez Canon c'est un peu différent en mirrorless, mais lorsqu'on va être sur le réflexe, bien évidemment l'APS-C en monture EF et genre le bas de gamme de la monture EF, voilà, tout simplement. Et donc ça fait qu'on va avoir souvent des prix moins chers pour des optiques spécialisées pour l'APS-C, donc ça peut être intéressant, mais ce qu'il faut savoir c'est que comme c'est bas de gamme, on va avoir des optiques qui sont moins chères et moins qualitatives, avec l'exception de Fuji, comme il n'y a aucune cannibalisation d'un plein format lorsqu'il crée un objectif APS-C. Tous les objectifs sont spécialisés APS-C, et pour ce qui est des focales fixes, on peut les trouver en comparaison des comment dire ça, des hybrides, hein, pas des réflexes. On peut trouver les optiques pas très chères, par exemple un 16 mm de 8 à 400-420 €, c'est vraiment au final pas très cher, c'était beaucoup plus cher du temps de l'argentique, avec l'avantage sur la PSC d'avoir évidemment plus de compacité. Mais ce qui va être le plus, comment dire ça, différent entre la PSC et le plein format, et là il n'y a que Fuji là qui va faire la différence, c'est pour ça que j'ai acheté cette marque, c'est le niveau de prestation. Donc je vais regrouper toutes les catégories à peu près là-dedans, parce que par exemple je ne vous ai pas parlé de la dynamique, et il y a une raison là-dedans, c'est que comme je l'ai dit, en général pour la plupart des fabricants à part Fuji, la PSC c'est le bas de gamme, et on va vous comment faire essayer d'aller vers du plein format au final. Donc vous entrez comment dire, dans une monture avec de la PSC et on va tout faire pour que vous alliez jusqu'au plein format, sauf chez Fuji évidemment. Et donc ça se traduit par tout est de moins bonne qualité en général sur des APS-C. Après on peut avoir certaines mesures là-dessus, puisque par exemple les Sony sont quand même assez bien en termes d'APS-C, mais ils vont avoir des prestations toujours moindres en termes de viseur et plein de choses dans le genre. Au final, les optiques aussi sont moins bonnes lorsqu'elles sont en APS-C, bien évidemment, et c'est toujours ça qui est un peu problématique, c'est qu'on va se retrouver avec des boîtiers qui, si vous voulez les meilleures performances et le meilleur confort au final de boîtier, il va falloir aller sur du plein format, et c'est aussi là-dedans on peut aussi parler de la qualité d'image, parce que j'ai pas parlé de la dynamique avant, j'aurais pu le faire bien évidemment, mais la dynamique peut être très facilement obtenue, peut être obtenue sur un capteur APS-C, on peut avoir une dynamique aussi bonne que sur du plein format, moyennant évidemment de comprendre qu'il y a de l'amplification sur leurs ISO, donc c'est un peu plus difficile d'avoir une dynamique équivalente à un plein format. Sauf que si on fait comment dire, attention et qu'on gère bien le processeur de l'appareil photo, on peut obtenir une bonne dynamique si on arrive à faire en sorte que le processeur arrive à bien gérer tout ça, puisque basiquement ce qui se passe c'est qu'on perd de la dynamique à partir du moment où le processeur doit plus traiter le bruit et les hauts ISO. Donc en fait c'est les fabricants qui choisissent de mettre un peu plus de ça, et au final ce qui part en premier c'est la dynamique, puisque pendant longtemps c'est ce qu'on n'a pas considéré intéressant, on a été vers avoir plein de hauts ISO, et après c'est venu d'avoir de la dynamique, par exemple des appareils photo genre 5D Mark II ou des 700 ou des 3 avaient une plutôt mauvaise dynamique, mais Nikon avait réussi à faire des très bons hauts ISO sur ces boîtiers des 700, des 3, des 3S. Et donc voilà à peu près tout ce qu'il va y avoir. En termes de prestations de boîtier, c'est ça qui va être là où le bas blesse, à part chez Fuji, puisque vous aurez un APS-C avec des prestations de plein format en mirrorless. Bien évidemment les réflexes sont limités par leur physicalité au final et le format du capteur, mais ça on n'y peut rien au final.
Et tous les autres boîtiers seront limités par, au final, le marketing de chaque marque et de dire, ouais, moi, je veux vendre par exemple des A7R4, donc on va pas faire un A6500, 600, qui va avoir un viseur équivalent et qui va être aussi intéressant à utiliser que cet A7R4. Voilà, tout simplement toutes les différences qu'on peut noter sur les APS-C et les pleins formats. Après, tous ceux qui disent que l'APS-C ne sert à rien, au final ça reste quand même très intéressant, je l'ai dit pour les focales longues. Pour moi ça reste plus un outil spécialisé pour une certaine fonction, et un plein format sera spécialisé pour d'autres fonctions, à savoir que je verrai, mais c'est peut-être pas par exemple Fujifilm X-T4 que je prendrais pour sortir la nuit, quoique avec la stabilisation ça peut quand même servir, mais je sais que le Nikon pourra être plus capable de ce côté là de faire des choses, et c'est plus de ce côté là que votre choix devrait s'orienter. Moi je trouve ça encore toujours dommage aujourd'hui de segmenter des gammes comme ça, parce que la PSC a quand même toujours une place assez importante pour certains types de photos, à savoir que souvent, pas forcément pour les professionnels mais les amateurs, vous allez avoir beaucoup plus d'APS-C autour des stades et des meetings aériens ou dans les affûts pour prendre des photos, que de plein format, parce que c'est beaucoup plus simple en pleine lumière de prendre avec un APS-C tout simplement. Donc voilà mon retour sur l'APS-C et le plein format. Si vous avez aussi d'autres commentaires à faire dessus, par exemple quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui peut être intéressant de dire là-dedans, vous êtes libre à vous de le dire, hein. C'est bien d'avoir des discussions dans les commentaires, ça vous permettra de vous faire votre propre idée là-dessus et de pouvoir éventuellement comprendre ce qu'il peut y avoir aussi d'intéressant. Bien évidemment il y a le prix, mais j'en ai pas parlé. Mais ça me paraissait évident vis-à-vis des gammes. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me permettra d'être plus visible et d'avoir plus de commentaires et d'avoir au final plus d'idées pour des vidéos, puisque je pense que vous pourrez m'apporter des idées pour faire de nouvelles vidéos. Moi je vous dis salut et à bientôt pour une autre vidéo.